La capitulation de l'Allemagne nazie, c'était le 8 mai 1945 et c'était officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais il y a 80 ans, à cette même date du 8 mai 1945, l'histoire était aussi en train de s'écrire de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. On parlera a posteriori des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, des événements majeurs restés bien trop souvent dans l'ombre de l'histoire. Je suis allé rencontrer Jean-Charles Geoffrey, professeur émérite à Sciences Po Ex, historien reconnu, spécialiste de la guerre d'Algérie, pour qu'il me raconte cette autre face du 8 mai 1945, celle des massacres de l'armée française en Algérie. Le 8 mai 1945, il y a d'abord une manifestation à Sétif qui est autorisée. On est encore en état de siège. On sait que la capitulation est signée parce qu'il y a eu le 7 mai quand même à Reims, on l'a oublié. L'armée allemande s'est d'abord rendue à Reims. Donc en Algérie, on est parfaitement informé. Et donc il y a une manifestation d'environ 8000 Algériens, souvent ce sont des jeunes, des gens qui viennent de la campagne, dirigés par 200 scouts. Ce sont des gens qui sont politiquement très mobilisés et qui veulent attirer l'attention du monde, fin de la guerre, en Europe en tout cas, on se bat encore contre le Japon. En même temps qu'à New York se tient depuis le 27 avril la première session des Nations Unies. Donc il y a cette revendication pour créer une nation algérienne qui est à la clé de ce qui va se passer ensuite. Alors, le déroulé de la manifestation, je suis allé à Sétif pour me rendre compte de l'événement. La municipalité, mais surtout les autorités préfectorales ont autorisé, à condition qu'il n'y ait pas de drapeau algérien. Et là, c'est ce qui va se produire. On devait se diriger du monument aux morts de Sétif. Il y a une barricade qui empêche cette manifestation de progresser. On est dans une ville française, boulevard Clémenceau, et devant le Café de France, le porte-drapeau, qui est un drapeau qui n'est pas tout à fait celui de 1962, est abattu par un policier. Alors a-t-il tiré d'un balcon qui est au-dessus du café? Peut-être. En tout cas, quand on va à Sétif, à l'angle quasiment de la rue de Constantine, il y a une petite plaque qui vous montre que là est tombé Bouziza, le premier Algérien tué, pour ce que moi j'appelle le début de la guerre d'Algérie, puisque ça va continuer ensuite, Medzavote, jusqu'à l'insurrection du FLN le 1er novembre 1954. Alors, ce premier tué fait qu'il y a une échauffourée, échange de tirs, puis les manifestants se répandent dans les rues au cri de « tuons les Européens ». Et là, on a par exemple Denier, qui est le secrétaire du Parti communiste de la ville, qui est pris pour un colon, et il est molesté, et on sera obligé de l'amputer des 2 poignets. On tue sans discernement, dès qu'on rencontre un Européen. Le phénomène se répand aussi à la fois à Sétif, mais une autre sous-préfecture qui est au nord-est, qui est Guelma. On est dans une sorte de terreur, et je crois que pour comprendre cet événement, c'est quelque chose qui était en train de couver depuis pas mal d'années. La colonisation est subie, c'est une revendication qui n'est pas seulement ponctuelle, elle remonte à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est lié à la colonisation évidemment, même si les Français d'Algérie ont mis en valeur le pays par les routes, tout ce que vous voulez. Derrière tout cela, il y a un rejet de la France accentué par la Seconde Guerre mondiale. Cette Seconde Guerre mondiale a accentué la misère. C'est un chiffre qu'on n'a pas en tête souvent. Entre 1880 et 1950, le revenu des paysans en Algérie, ceux qui vivent de leur propre culture, a baissé de 20%. Sauf si vous êtes gérant d'une grande entreprise qui travaille l'Alpha, l'Orange, vous êtes employé. Donc il y a une sorte de paupérisation que la colonisation n'a pas pu arrêter, en même temps qu'un Algérien sur 5 va dans une école. La guerre a accentué la misère. On a des réquisitions, il y a une épidémie de typhus, 1944, sécheresse, le problème du marché noir. Et les services de renseignement
américains, dès le début 1943, perçoivent que ça va bouger. Et y compris les services de renseignement français. Quand on dit on n'a pas ouvert les archives, c'est une ânerie. En 1990, j'ai publié ce monstre sous l'égide du service historique de l'armée de terre. Toutes les archives militaires sont là-dedans sur le 8 mai 1945. D'autres collègues ont ouvert les archives de la justice. Donc seuls les ignares vont continuer à nous dire « Ah, on ne savait pas ». Mais si, on savait. Pour les chiffres justement de cette insurrection, parce que c'est une insurrection liée à une volonté de libérer notamment un des grands chefs de la nation algérienne, qui est Messa Ali Hadj, qui a été emprisonné, déporté à Brazzaville. On a eu le 1er mai déjà des manifestations à Oran et Alger, ça s'est mal passé. Le 8 mai, il y aura même aussi une manifestation dans le sud oranais, mais c'est surtout le 8 mai 1945, des gens qui veulent profiter de ce qui se passe à New York, de la fin de la guerre, plus ce qui se passe aussi au Levant. On se bat à Damas, on se bat pour garder le Liban et la Syrie dans ce qu'on appelle le Levant français. On sait aussi que la France a été humiliée. Le 9 mars 1945, les Japonais mettent la main définitive sur l'Indochine française. Donc il y a une sorte de conglomérat à l'arrière-plan d'une revendication liée à la Charte de l'Atlantique qui en 1942 a été répandue à des milliers d'exemplaires, y compris en arabe en Algérie, la notion de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc derrière la revendication de libérer Messa Ali, Algérie indépendante, il y a tout un contentieux lié à la colonisation et la misère. Ce qui vous explique cette espèce de haine épouvantable qui vous donne 102 tués. Alors là-dedans, j'ai par exemple une archive qui vous montre qui sont les gens qui sont assassinés. Ce sont des petites gens liés à la colonisation. On trouve des gardes champêtres, des gardes forestiers, on va trouver des magistrats, et puis vous avez aussi toujours le même topo, je sais pas. Eh bien ici, une archive militaire qui était classée, que j'ai déclassée en travaillant, en 1988-90, vous avez le détail de la plupart des victimes et des horribles supplices qu'elles ont subis. Parce que la guerre d'Algérie, depuis 1830, débarquement à Sidi Ferrouk, c'est une guerre entre deux philosophies, une haine fondée aussi sur des considérations religieuses. C'est bien ce que décrit, par exemple, un des plus grands auteurs qui avait écrit Les chevaux du soleil, pour la conquête, se retrouve dès 1830, bataille de Sidi Ferrouk et ce qui suit, quand on capture un Européen, on les viscère, on les mascule, on le tue à coups de pierre. Et c'est ce qui se passe. 102 Européens massacrés. Alors, les généraux en place, le général Henri Martin, qui n'a que 10 000 hommes, qui commande le 19e corps d'armée, Algérie, par ses services de renseignement, c'est qu'il y a quelque chose qui couve, on ne sait pas trop, puisque ça serait assez spontané le 8 mai 1945. Donc il a pris quelques précautions, mais il est quand même surpris par 45 000 insurgés. En tout dans les 3 villes. Voilà. Dans l'ensemble du Constantinois, nord-constantinois. Le général Duval, qui commande la division de Constantine, est en même temps un peu surpris par l'ampleur. Donc on va rameuter le plus vite possible des troupes. Alors il y a quelques légionnaires, il y a 2 compagnies de tirailleurs sénégalais, il y a des tabors marocains, on va trouver aussi des gens de nos propres régiments de tirailleurs algériens, il y a quelques 12 chasseurs capables d'intervenir, un croiseur qui est le Duguay-Trouin, bref, on va essayer de monopoliser l'ensemble de ces moyens, quelques blindés, pas de chars, mais des chenillés parfois, Alftrak, pour essayer d'intervenir, pour libérer le plus vite possible où se produisent les massacres de ces 102 Européens. Il y a eu ceux de Sétif, mais c'est surtout ce qu'on appelle les villages de colonisation, autour de Sétif et de Guelma. Par exemple, Périgotville ou Kerata. Je prends ces 2 exemples. Certains Européens sont même tués à coups de pierre. Donc la réponse, et ce qui est curieux dans les archives militaires, c'est de voir que par exemple celui qu'on appelait le boucher de Sétif, eh bien, oui, par le nombre de victimes qu'on lui a pu lui attribuer, le général Duval,
Mais comme le général Henri Martin, il va passer son temps, et les archives vous le prouvent, essayer de temporiser, ne tirez pas dans le tas. Seulement le problème, c'est bien beau de donner un ordre, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et là, j'ai aussi des témoignages d'officiers qui ne tiennent pas leurs troupes, quand ils vont libérer, par exemple, le siège d'une justice de paix en voyant que la famille était massacrée, eh bien, tout ce qui ressemble à ce qu'on appelle à l'époque un indigène sera massacré à son tour. Donc, cette espèce d'emballement de la violence. Là-dessus se greffent aussi d'autres phénomènes. On va commencer à tirer un peu à l'aveugle. Je pense à un croiseur qui est le Duguay-Trouin qui va déclencher des tirs à plus de 18 km dans les gorges de Kerata, sinistrement célèbre parce qu'on va balancer un certain nombre de gens dans ces gorges à titre de représailles. Mais il y a peut-être, je pourrais vous en dire tant, un phénomène qui est épouvantable pour moi. C'est ce qui se passe à Guelma. Guelma est une petite ville qui évoque étrangement les sous-préfectures du sud de la France, 10 000 habitants, dont 4 000 Européens. Ils se sentent eux-mêmes entourés de miséreux ou de gens qui veulent en découdre, y compris ces fameux scouts musulmans ou des gens qui sont rattachés à Ferhat Abbas. Ferhat Abbas, c'est l'autre grand, je pense à Messa Liach, oui, qui est un des pères de la nation algérienne. Il crée l'Étoile nord-africaine en 1926. 1937, le Parti du peuple algérien, qui est devenu clandestin en 1939. Donc il y a ce courant très fort, puis il y a l'autre courant, un courant plus philosophique qui est lié à Ferhat Abbas, le fameux pharmacien de Sétif, qui est à l'origine d'un document clé que je reproduis dans ce document pour sa version originale, et pas la version tronquée qu'ont les Algériens, qui le 10 février 1943 envoie au gouverneur général de l'Algérie un manifeste pour une sorte de divorce à l'amiable. D'abord par une séparation de corps. Évidemment, il n'est pas reçu, on n'en tient pas compte. Il ne demandait pas, par exemple, il n'y avait pas de demande d'exclusion des Français d'Algérie de la terre algérienne, et surtout des Juifs. Et donc, il y a à Guelma les représentants de ces deux courants et une peur qui fait que les premières manifestations qui ont lieu à Guelma à échelle réduite par rapport à Sétif provoquent une peur parmi la population européenne. Et il se trouve qu'il y a là quelqu'un qui est particulièrement intéressant, qui est Achari, un résistant contre Vichy, qui va mobiliser l'ensemble de cette population pour créer une milice d'un peu plus de 250 hommes, avec l'aide de quelques troupes qu'on peut envoyer. Et d'abord un réflexe de défense qu'on peut comprendre aisément dans la peur. On va passer alors à toutes sortes d'exactions en sortant les gens de prison. Ce seront des exécutions sur le bord du chemin. C'est difficile à dire, mais on va créer des charniers. Un général de gendarmerie qui s'appelle général Tubert sera envoyé officiellement par le gouverneur général de l'Algérie, qui est le gouverneur Chasseignaud, pour essayer de mener l'enquête. Et il arrivera à peu près à un chiffre de 700 morts pour la seule ville de Guelma pour ces fameuses représailles. Et il est très difficile à admettre, là on passe dans le domaine du crime de guerre et même du crime contre l'humanité, qu'à Guelma, pour essayer d'effacer les traces, on est allé déterrer les corps de ces charniers à la fin du mois de mai, début du mois de juin, pour les faire brûler dans des fours. Et vous avez eu la même fumée que dans les camps de concentration. Ça sentait une drôle d'odeur, notamment dans le four du meunier Lavie. Il y en a une autre après. Donc ça vous donne un peu l'horreur. Et on en arrive alors à la question clé, qui est toujours posée, à une époque où la plupart des Algériens n'ont pas d'identité, c'est-à-dire sans nom patronymique. Combien de victimes? C'est l'éternelle question. Alors évidemment, j'ai travaillé la question. Les archives militaires sont plus précises que ce qui avait été dit à l'Assemblée nationale, où on croyait à l'époque, attention, la totalité du personnel politique, y compris l'humanité, y compris les communistes, pensait que c'était une insurrection fasciste, téléguidée par d'anciens agents allemands. Il y a eu quelques, effectivement, agents allemands, la radio allemande, italienne, Radio Bari, était totalement contre la France coloniale. Bon, mais
quand on regarde un peu ce qu'il y a derrière tout ça, il y a, si vous voulez, une sorte d'incompréhension complète de ce qui s'est passé. Alors, on a eu tendance d'abord à minorer officiellement, bon, peut-être 800, 700 tués, non. Puis, on est arrivé à un chiffre d'1165 165 en se disant, bon, c'est le chiffre officiel que les autorités militaires, à la fin de l'année, notamment lors de la loi d'amnistie, il y a une loi d'amnistie le 9 mars 1946, on en était resté à ce chiffre d'1165. 165. Bon. Mais ça ne correspond pas aux archives militaires, encore une fois. Les officiers qui ont enquêté, qui ont pu avoir quelques éléments, parce que leurs troupes, parfois, leur échappaient dans un désir de vengeance. On arrive au chiffre, je ne veux pas me tromper, de 2628 selon les sources militaires, y compris les 1500 tués qui sont attribués à ce qui s'est passé notamment à Guelma. Il me semble qu'on est quand même au-dessous de la vérité. Alors je vais vous dire pourquoi. Il y a dans les rapports que j'ai pu voir, y compris ceux qui ont suivi ce que j'ai publié pour les archives militaires, une absence très curieuse. Il y a très peu de blessés. Enfin, 45 000 insurgés. Vous me dites qu'il y a 2600, d'accord, mais ce qui a étonné notamment le général Duval, quelques dizaines de blessés. Ça veut dire qu'on a caché les corps. Ou bien ils ont été victimes d'exécutions sommaires, je pense à ce qui s'est passé dans la gorge de Kerata, quand j'y suis allé d'ailleurs, j'ai failli me faire écraser par un 38 tonnes, parce que c'est une succession de tunnels, et puis vous donnez ensuite sur les gorges. Eh bien, ça vous donne un peu la peur qu'avaient les Algériens. Si on trouvait un blessé dans une mechta, c'est-à-dire un hameau ou un village, ça voulait dire qu'il y aurait des représailles collectives. Ils se souvenaient des précédentes insurrections, dont celle de 1871, qui avait donné lieu à une sanglante répression. Ce qui, bien que ce détail vous dit qu'on est au-delà de 2628 tués. Alors, il se trouve que Radio Madrid, pendant ce mois de mai, à la fin du mois de mai, les Espagnols sont dans le Rif. Ils ont des antennes aussi en Algérie. Et puis aussi les Américains. Et notamment un journaliste américain qui va travailler pour un journal de l'armée, Stars and Stripes, a donné un chiffre de 10 000. Par la suite, plusieurs collègues, alors je pense à Jean-Louis Planche par exemple, qui est allé sur place, ou bien des auteurs un peu plus engagés, comme Vétillard et d'autres, Piroulou, dépassent ou tournent autour. Avec mon collègue Gilbert Meignet, duquel j'étais très proche, qui est le grand historien du FLN, cette question nous a turlupiné, puisque il m'a représenté, c'est moi qui aurais dû être là en 2005 à Sétif, c'est lui qui m'a représenté. Disons que, grosso modo, l'estimation basse, 6 000 tués, l'estimation haute, 10 000 ou un peu plus. Mais vous vous rendez compte de ce chiffre sur 45 000? Ça veut dire que dans l'histoire coloniale française, on peut comparer ce chiffre uniquement avec ce qui va se passer en 1947 à Madagascar. Ce qui veut dire que c'est le plus grand massacre de population en si peu de temps, entre le 8 mai et le 22 mai 1945 de notre histoire coloniale. Alors, il faut arrêter cette querelle de chiffres. Les Algériens, le régime d'Alger, la dictature d'Alger racontaient n'importe quoi. Quand j'ai sorti mon livre sous l'égide du service historique de l'armée de terre, où j'ai travaillé, je précise, totalement librement avec une équipe, on en était au chiffre d'insurgés convertis en chiffre de morts. Dans ce cas-là, s'il y avait eu 45 000 tués, comment voulez-vous expliquer que 10 ans plus tard, le 20 août 1955, presque au même endroit, vous ayez une seconde insurrection? Ça ne tient pas la route. Donc, il faut rester, j'essaye par là de vous dire qu'il faut rester raisonnable. On est dans une situation de folie, une situation de haine, une situation de guerre non régulière. Il n'y a pas de comptable derrière chaque tabor marocain ou ses compagnies de Sénégalais ou de légionnaires ou les miliciens d'Akiari à Guelma, si bien qu'on n'aura jamais de chiffres certains. D'autant que
l'état civil, vous comprenez que ce sont des gens qui n'ont pas de papier d'identité à l'européenne. C'est très approximatif tout ça. Les archives des communes dites de colonisation s'intéressent essentiellement aux Européens et accessoirement aux ce qu'on appelle les indigènes. Donc il faut arrêter cette querelle de chiffres en gardant quand même l'horreur qu'on arrive à un chiffre qui est à peu près de 10 000, autour de 10 000, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et j'insiste là-dessus, c'est un véritable massacre, une date noire dans notre histoire. C'est pire que pendant les tout premiers moments de la colonisation en 1830 en Algérie. Il faut avoir ça en tête. Concrètement, comment les événements se déroulent? Donc on le dit entre le 8 mai et le 22. Le 22 mai. Ça voilà, va s'étendre. À partir du 22 mai, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors le 22 mai, revient au pourquoi? contrôle? Il y aura encore quelques mouvements sporadiques. Il y a une reddition, grand style, sur une grande plage que je connais qui est à l'est de Béjaïa, une immense plage à la bouchure du fleuve qu'on appelle la Soumam, où les derniers se rendent. Alors, il y a une première reddition dans les gorges de Kerata, la deuxième est là. On demande ce qu'ils donnent leur fusil. Le général Henri Martin, pour la dernière fois en Algérie, prononce l'aman, c'est-à-dire le pardon. Hélas, il y aura quelques exécutions après, le 22 mai. On fera un déploiement de troupes. Il y aura le croiseur du Guétroin, le contre-torpilleur triomphant, il y aura des passages d'avions en basse altitude. Quand on voit les photos de ces gens, il y a quelques femmes, ce sont des gens qui sont des vaincus, qui sont dans l'humiliation. C'est une image très très forte, avec l'illusion qu'à partir de ce moment-là, sur ordre du général de Gaulle, de faire respecter la loi républicaine en Algérie, l'illusion que l'ordre règne en Algérie. Et le général Duval, quand il enverra un rapport à son supérieur, le général Henri Martin, au soir, quelques jours après, de cette manifestation sur la plage dite des Falaises, aura cette phrase « Si on ne fait rien, d'ici 10 ans, ça va recommencer ». Comment ça va se passer, donc à partir du 8 mai, où on a ce soulèvement, cette insurrection-là, avec ce qui se passe en France? Est-ce qu'on va avoir des retours de ce qui se passe en France, ou ça va vraiment être le blackout total, on n'en entendra pas parler? Si vous voulez, il y en a un qui est lucide à l'Assemblée nationale consultative. C'est ce député juif algérien, qui a été mon ami parce que j'ai eu la chance de le connaître, José Aboulker, qui, à la tribune, dit « Mais vous êtes complètement hors sujet. Ce ne sont pas des fascistes qui ont pris les armes, ce sont des gens qui veulent se libérer d'une puissance coloniale. » Un autre est lucide, c'est Albert Camus. Camus qui avait écrit en 1932 « Misère de la Kabylie » en constatant l'effroyable misère de cette population des montagnes sous-administrées. Donc il y a cette revendication qui n'est pas perçue. Et c'est un petit événement, y compris quand on regarde les mémoires du général de Gaulle, il y a 3 lignes là-dessus, c'est tout. On est centré sur la défaite de l'Allemagne, en même temps qu'on a aussi cette volonté de reprendre la colonie qu'on a perdue, qui est l'Indochine. Donc c'est un événement secondaire. Il faudra d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, qui est un grand monsieur, qui est Adrien Texier, arrive au mois de juin pour faire cesser les derniers éléments de règlement de compte et notamment envoyer une commission d'enquête, je pense au général Tubert, sous couvert du gouverneur général de l'Algérie. Il faudra attendre grosso modo la mi-juin pour que de nouveau le bain de sang, en quelque sorte, s'arrête. Alors il y aura à Constantine un tribunal qui sera réuni, quelques condamnations à mort, très peu, sur les 156, je crois qu'il y en a eu 22, beaucoup ont été relaxés, tout simplement faute de preuves. Mais le fossé de sang est déjà créé le 8 mai 1945. Je voudrais insister sur un point. La tasse de thé du régime d'Alger, c'est de vous dire que tout a commencé le 1er novembre 1954 et qu'on a eu un dernier massacre colonial le 8 mai 1945. C'est pas ça, c'est que le 8 mai 1945 c'est un geste spontané d'un des départements, il y en avait 3, Alger, Oran, Constantine, contre la puissance coloniale. Et qu'ensuite, entre le 8 mai 1945 et le 1er novembre 1954, c'est l'objet
deuxième monstre qui est publié ici, que j'ai publié en 1998, qui s'appelle L'œil du cyclone. Eh bien, contrairement à ce que l'on croit, il y a eu une succession d'événements très graves, mais qui étaient toujours pris par Paris comme étant secondaires. On a eu par exemple, dès 1946, des mouvements en Kabylie armés. On a eu, très important, en octobre 1947, ça c'est un élément clé qu'on passe généralement sous silence. Les élections municipales ont lieu en Algérie. Pour la première fois, on va étendre le collège électoral. Je passe sur ce qu'on appelle le statut de l'Algérie du début de l'année. Qu'est-ce qui se passe aux élections municipales du mois d'octobre 1947 ? Je dirais que dans l'histoire algérienne, jusqu'en 2025, c'est la seule fois où les Algériens ont voté librement. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune surveillance. Eh bien, là, alors que pour Paris, c'est l'axiome, l'ordre règne en Algérie, premier tour des municipales, les candidats qui sont élus par les Algériens, à 55%, sont tous des candidats qui demandent soit l'autonomie, soit l'indépendance. Les candidats proches de Ferhat Abbas, proches du PPA clandestin, proches même du Parti communiste algérien, 55%. Ce qui vous donne ensuite le second tour. Le gouverneur général, qui est un brave type, reçoit un ordre péremptoire de Paris, vous vous débrouillez pour bourrer les urnes. Et alors donc, on va retourner ces élections municipales en y mettant ce qu'on va appeler des candidats béni oui-oui pour retourner le vote. Vous voyez, on a aussi, alors j'ai étudié ça de très près, une succession d'événements comme le hold-up de la poste d'Oran. Ah bon, on découvre qu'il y a un certain Ben Bella, un ancien sergent français, et puis qu'il y a une organisation secrète, l'OS, qui commence à mener des attentats. Et puis le pompon, c'est de vous dire que avant le 1er novembre 1954, ces jeunes, soit qui avaient fait le 8 mai 45, soit qui avaient continué la clandestinité, qui trouvaient que ça commençait un peu trop durer, qui attendaient que Messali Hadj déclenche une insurrection, mais qui ne venait pas, eh bien à partir d'octobre 1953, à travers les services de renseignement français, j'ai compté, octobre 53, octobre 54, 53 attentats majeurs, déraillements de trains, assassinats en plein Alger de soldats français. Les services de renseignement y voyaient clair, mais les politiques ne voulaient rien voir. On disait c'est un accident, ce sont des malfrats. On ne voulait jamais voir la dimension politique. Ce qui vous explique qu'ensuite, le FLN a eu l'intelligence de regrouper en un seul jour une succession d'attentats. Là, on a pris la dimension politique le 1er novembre 1954. Donc, pour me résumer, et je pense que des grands noms comme Aït Ahmed, qui est un grand nom de cette guerre dite de libération pour les Algériens, je pense à d'autres comme Kateb Yassine, estimaient que le début de la guerre d'Algérie dite de libération, c'est pas le 1er novembre 1954, c'est le 8 mai 1945. Comment ça va se passer? Bon, là, je parle vraiment sur ces faits-là du 8 mai 45 et le mois de mai qui suit. Pour la reconnaissance de tout ça, il faut attendre. Il y a une date qui sort, c'est celle de 2005. C'est ça qui va vraiment marquer la reconnaissance de ce qui s'est passé. Alors, en 2005, l'ambassadeur, j'ai eu peur d'oublier son nom, donc je me rappelle, Hubert Collin de Verdière, suivi de qui, le 8 mai? Pas n'importe qui, Michel Barnier, ministre français des Affaires étrangères, a prononcé cette phrase que ce qui s'est passé dans la répression, je cite, c'est une tragédie inexcusable. On aura un écho de François Hollande quand il sera âgé en 2012, reconnaissant les crimes de la colonisation. On aura aussi, je dirais, dans cette volonté, et là, on ne peut que le louer, d'Emmanuel Macron, d'abonder dans le sens de la reconnaissance de ces crimes. Je crois que il faut, et c'est le rôle des historiens, de continuer à curer la plaie. En revanche, il y a un mot que je ne peux pas accepter, comme mon collègue Gilbert Meignet, c'est une connotation religieuse, repentance. Non. Que l'on reconnaisse les crimes commis,
Et les historiens n'ont fait que constater tout ce qui était rattaché aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité depuis l'épouvantable conquête, même s'il y a eu des périodes d'accalmie, et même aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, si les Algériens ont bénéficié du travail qu'ont pu faire les Français d'Algérie. Et donc il faut éviter d'avoir des idées préconçues en disant, bien d'un côté, il n'y a que les bons, et de l'autre côté, il n'y a que les méchants. Même si le peuple algérien a incommensurablement plus souffert, évidemment, puisqu'il est le colonisé, que le colonisateur. Mais il faut essayer toujours de remettre ça en perspective. Il y a des hommes de bonne volonté, les historiens sont dans ce cas, et si on nous écoutait, je pense que l'actuelle crise diplomatique pourrait baisser de quelques notes, mais le drame d'un peuple qu'il soit français ou mondial maintenant, qui ne lit plus, c'est qu'on est uniquement dans des sortes d'idées préconçues. Combien de fois j'ai entendu, depuis que je suis historien, « Ah, vous n'avez pas parlé de la torture, mais on fait que ça, depuis Henri Alleg en 1957. Ah, vous n'avez pas parlé des camps de regroupement, mais il y a eu 2 thèses publiées. » Et à chaque fois, c'est cette espèce de rocher de Sisyphe. J'ai l'impression de ne servir strictement à rien. Et si vous voulez un mot de conclusion, j'ai voué ma vie dans tout ce que j'ai écrit, en allant sur place, en allant donner des conférences aussi en Algérie, plus tous les colloques franco-algériens, et parfois avec d'autres historiens allemands, américains, anglais. Je me demande si ce merveilleux mot que je voulais voir avant ma mort, réconciliation, je pense qu'on s'en éloigne, parce que cette crise de 2024-2025 est extrêmement grave, c'est la plus grave que l'on ait depuis 1962.